Chaque mot que vous prononcez est une fréquence qui crée un effet autour de vous. En effet, chaque fois que vous pensez, vous bougez. Par conséquent, tout ce que vous faites passe dans cette structure toroïdale centrale de vos atomes, afin de vous montrer la beauté de la voix humaine. Ainsi, il s'agit de l'œuvre de John Stuart Reid, de ses partenaires et du SS-Scope, et ce, dans le but de révéler le nombre infini de formes du son, alors que le son se manifeste sous forme physique. De surcroît, chaque fréquence possède sa propre forme très spécifique, et il existe un nombre infini de celles-ci. Musique. Le son manifeste la réalité. Dès lors, au moment où vous produisez un son, celui-ci se propage en 3 dimensions, dans tout l'espace, telle une bulle émanant de votre bouche. Ensuite, lorsque vous observez la bulle tridimensionnelle, coupée en 2, et que vous examinez sa section transversale, pouvez-vous voir la croix qui se trouve en son centre? Par ailleurs, vous commencez à percevoir les inspirations derrière les croix et les symboles religieux, notamment ceux des religions dénominationnelles chrétiennes. De plus, lorsque vous explorez plus en profondeur ces images, ces motifs cymatiques du son, il devient encore plus évident ce que ces personnes comprenaient, puisque vous découvrez, par exemple, une croix dans un cercle. Ainsi, vous réalisez que cette croix dans un cercle, étant la source du son, fut l'inspiration des symboles lors de leur conception pour les dénominations religieuses, ce qui nous indique clairement qu'ils comprenaient la cymatique, la source et la résonance. Par ailleurs, ils dissimulèrent ces connaissances dans les symboles avec lesquels ils continuèrent ensuite d'opprimer et d'asservir les peuples. En outre, la roue de médecine dans la culture amérindienne n'est rien d'autre qu'une croix dans un cercle, indiquant que le son guérit. En conséquence, ils ont absolument raison, car si le son est une source primaire de toute chose, alors nous devrions pouvoir l'utiliser pour tout, ce qui constitue précisément le sujet abordé ici. Êtes-vous au courant que notre réalité est gouvernée par des principes anciens et profonds? Le livre, le Kybalion, révèle des secrets hermétiques, en expliquant le fonctionnement de l'univers. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour obtenir gratuitement votre exemplaire du Kybalion. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. De surcroît, le son lévite. Il fait bouillir l'eau. Il crée de la lumière. Il génère de l'ADN. Il guérit. Il détruit les agents pathogènes. Il est, par ailleurs, le précurseur de l'ISM électromagnétique. Ainsi, il est important de noter que le son provoque un effet électromagnétique et non l'inverse dans l'univers. Par conséquent, lorsque tout cela commence à s'emboîter, tout peut s'expliquer. En effet, nous pouvons réellement commencer à comprendre tout ce qui concerne la structure atomique depuis les plus petits atomes jusqu'à tout ce qui existe dans la création, en passant par les galaxies, les univers et même les méta-univers, et ce, grâce à une meilleure compréhension de l'articulation de l'ensemble. De plus, nous pouvons également commencer à reconnaître lorsque quelque chose dévie de la norme, car une fois que nous maîtrisons les harmoniques et la résonance ainsi que leur comportement idéal, nous pouvons identifier les dysfonctionnements et intervenir pour y remédier. C'est précisément l'objectif de la médecine vibratoire et de la guérison vibratoire. Par ailleurs, prenons l'exemple de Peter Davy. Celui-ci faisait bouillir de l'eau par le son depuis 1940 et par la suite, il est décédé il y a environ 2 ans, emportant ainsi son secret dans sa tombe, ce qui constitue un véritable dommage. En effet, la seule raison pour laquelle il a gardé ce secret résidait dans l'appât du gain. Il attendait qu'un investisseur finance son appareil afin que celui-ci soit fabriqué, mis en production et vendu à l'échelle mondiale, lui permettant ainsi d'engranger des millions de dollars. Toutefois, nous n'en savons rien, et nous spéculons tous sur la manière dont cet ancien pilote de Spitfire parvenait à faire bouillir de l'eau avec le son. De surcroît, des milliers, voire des millions de scientifiques à travers le monde n'ont pas réussi à reproduire ce phénomène, ce qui continue de me stupéfier. D'ailleurs, cela fait maintenant 5 ans que j'en parle, et personne, ni même des scientifiques disposant d'accès à des laboratoires, n'a entrepris d'expérimenter ce procédé du pilote de 92 ans. Ainsi, Peter Davy affirme que son invention exploite la puissance du son pour faire bouillir de l'eau. De surcroît, bien que certains soient perplexes quant à son fonctionnement, personne ne semble en connaître véritablement les mécanismes. Par conséquent, je ne comprends tout simplement pas quel est le problème. De plus, prenons l'exemple de Luc Monir, qui en 2011 a créé spontanément de l'ADN à l'aide du son. En effet, il a utilisé un tube à essai rempli d'eau et d'ADN et un autre tube à essai, vide, contenant uniquement de l'eau. Par la suite, il les a submergés dans l'eau.
et ce, à une courte distance l'un de l'autre, avant de les exposer à une fréquence de 7 Hz. Notons d'ailleurs qu'il s'agit d'un chiffre intéressant, puisque 7 Hz évoque les 7 jours de la création, en considérant que la création s'est faite en 6 jours, conformément à la géométrie sacrée. Ainsi, après l'exposition à 7 Hz, l'ADN se manifesta spontanément dans le tube à essai vide. En outre, le son manifeste la réalité. Et ce phénomène est tout simplement fantastique. Pour illustrer, c'est similaire à ceux qui se produit lorsque l'on dépose du sable sur une plaque métallique, puis que l'on fait passer une fréquence sonore à travers, ce qui engendre de magnifiques motifs sur la plaque. La différence étant ici que le phénomène se produit en 3 dimensions dans un tube à essai, manifestant ainsi de l'ADN. Par ailleurs, pour mieux comprendre, imaginez qu'en dirigeant un faisceau laser sur un œuf de grenouille et en le faisant traverser pour atteindre un œuf de lézard, la lumière capte l'ADN de l'œuf de grenouille et le dépose dans celui du lézard, transformant ainsi l'œuf de lézard en grenouille. En conséquence, la lumière capte les fréquences et l'énergie contenues dans l'ADN et les restitue. Dès lors, nous pouvons commencer à comprendre comment exploiter le son et la résonance, ainsi que notre connaissance de ces phénomènes pour manipuler notre propre réalité. De surcroît, il est essentiel de se demander quel rapport cela a avec les civilisations anciennes. Effectivement, tout cela est lié, car ces civilisations comprenaient parfaitement la résonance ainsi que le son et la fréquence, et elles les utilisaient en tant que source d'énergie. En outre, ces peuples employaient la technologie des cônes associés à des aimants, et c'est précisément cette technologie qui servait à manipuler l'humanité à travers l'utilisation d'outils en forme de cônes et de technologies ancestrales. De plus, dès que j'ai commencé à étudier ce sujet, j'ai été littéralement époustouflé, car il s'agit d'un aspect totalement méconnu et ignoré de l'ancienne civilisation, puisque l'on retrouve des cônes dans toutes les cultures anciennes, que ce soit en Afrique du Sud, en Angleterre, en Égypte ou même en Australie. Par ailleurs, le Mindi présente 2 cônes, et il convient de noter que l'importance de tenir 2 cônes est cruciale. En effet, cela permet de comprendre par exemple le processus de guérison à travers la statue de Soumarian appliquée à l'aide d'outils en forme de cône ou encore l'utilisation de chapeaux en forme de cône lors de cérémonies spéciales. De surcroît, les sorciers portent traditionnellement des chapeaux en forme de cône, et leurs baguettes adoptent également cette forme, tandis que, par ailleurs, les anciens êtres qui œuvraient en faveur de l'humanité utilisaient ces cônes. Il est important de préciser que dans le cas de la libellule, les structures observées ne sont pas des vaisseaux sanguins, mais bien des tubes creux. En effet, la libellule ne bat pas ses ailes comme le ferait un oiseau, mais les vibre et les fait bourdonner. Ainsi, le bourdonnement de ses ailes, c'est-à-dire le son produit, se propage à travers ces tubes creux, lesquels comportent, à leur extrémité, des centaines de petits cônes. Par conséquent, la fréquence sonore qui en résulte crée des champs stéroïdiens autour des ailes de la libellule, la plaçant ainsi dans un état de quasi-absenteur grâce à cette technologie en forme de cône. De surcroît, cette configuration constitue l'antenne la plus puissante jamais conçue, des milliers de fois plus performante que toute autre antenne antérieure, capable simultanément d'émettre et de recevoir des cônes sur une plaque métallique. Par ailleurs, il convient de prêter une attention particulière à cette structure afin de constater la similitude entre les ailes de l'insecte et l'antenne en question. En outre, l'intrigue se corse davantage puisque tout ce que nous réalisons en science, technologie et développement n'est en réalité qu'une imitation de la nature, c'est-à-dire de la biomimétique. De surcroît, le son, en plus de l'éviter, est associé à l'esprit et à la pensée, ce qui explique que, malgré le fait que l'on en entende parler fréquemment, il demeure difficile d'appréhender ce phénomène tant on n'en a pas encore été témoin directement. Ensuite, à titre d'exemple, il est intéressant de noter que l'on observe la manifestation de phénomènes en champs toroïdaux dans divers domaines, tels que la physique, la science et la biologie. Ainsi, tout se manifeste sous forme de champs toroïdaux ou de taureaux. Par conséquent, il apparaît clairement que tout commence sous forme de taureau, et particulièrement dans le cas du son, qui est la source primordiale de toute chose. De surcroît, il est essentiel de comprendre que, chaque fois que notre cœur bat, un puissant champ toroïdal se crée autour de notre corps. Par ailleurs, puisque le son est en perpétuel mouvement, ce mouvement génère un champ toroïdal autour de nous, lequel induit à son tour la création d'un champ magnétique, et ce, de manière continue. En outre, ce champ magnétique en mouvement engendre lui-même un champ électromagnétique autour de notre être, le tout étant dû à notre cœur. Par conséquent, il est légitime de se demander si qui provoque le battement de votre cœur, d'autant plus que la science médicale ne dispose pas encore d'explications satisfaisantes,
ce qui souligne l'importance du champ toroïdal du son. De surcroît, nous commençons à comprendre que chaque son, chaque lettre de l'alphabet, chaque voyelle et chaque consonne possède une forme toroïdale, de sorte que tout se manifeste inévitablement dans un tel champ. En conséquence, le champ toroïdal du son devient une arme scalaire qui se transforme en technologie scalaire. Par ailleurs, même la couleur se manifeste sous diverses formes et dans des champs toroïdaux. Ainsi, chaque couleur possédant une fréquence propre est indissociable d'un son qui lui est associé, ce qui fait d'elle un taureau. De surcroît, les formes présentes dans la nature, telles que les triangles et autres figures issues de la géométrie sacrée, comportent également des fréquences qui leur sont intrinsèques. Par conséquent, il est important de garder à l'esprit l'importance des logos et des symboles, car, chaque fois que vous en observez un, vous captez les fréquences sonores qu'ils diffusent à travers la lumière. En outre, il ne faut pas croire que l'on observe quelque chose d'inoffensif, car une forme ou une image exerce sur vous un impact équivalent à celui d'une fréquence sonore. Ainsi, lorsque le son se combine avec l'image, cela explique la puissance des films. De surcroît, il convient de remarquer que vous êtes simultanément exposé à des images et à des sons, ce qui conditionne et hypnotise votre esprit, vous amenant ainsi à croire ce que l'on souhaite vous faire croire. En effet, les manipulateurs, que l'on pourrait qualifier de marionnettistes, parviennent à imposer leur vision en exploitant les champs toroïdaux de résonance, lesquels se fondent dès lors dans le comportement des particules subatomiques, telles que l'électron. Par ailleurs, l'électron n'est rien d'autre qu'une résonance cohérente au sein d'un champ toroïdal, et c'est précisément ainsi que se présente le modèle torique de l'électron. Ainsi, tout se manifeste dans tous les champs, et rien n'est exclu. De plus, il est important de noter que les atomes sont eux-mêmes des champs toroïdaux, ceux qui remettent en question l'image traditionnelle des atomes telle qu'elle est présentée aujourd'hui. En effet, le modèle atomique actuellement enseigné demeure une théorie qui n'a jamais été prouvée de manière définitive. Ensuite, pour illustrer ce propos, prenons l'exemple d'une image fascinante représentant un taureau moléculaire du monoxyde de carbone. Ainsi, vous remarquerez la similitude entre cette image, qui crée un champ toroïdal se dirigeant vers le centre, et le champ magnétique que l'on observe dans une structure conique. En effet, il semble que les champs magnétiques se forment naturellement sous forme de cônes, puisque par le haut comme par le bas, un cône se dirige respectivement vers le haut et vers le bas, et que leur réunion engendre ce que l'on pourrait qualifier de champ droal. Par conséquent, les champs magnétiques d'un taureau adoptent effectivement une forme conique. De surcroît, en observant une section transversale d'un cône magnétique, vous pourrez constater cette similitude. Ainsi, il est évident que les taureaux et les cônes sont indissociables, et qu'il devient essentiel de comprendre que l'on ne peut séparer la technologie des cônes des champs magnétiques ou toroïdaux, puisque ceux-ci ne forment qu'un seul et même ensemble. En outre, cela nous rappelle que le système solaire constitue lui-même un champ toroïdal, tout comme la galaxie se présente sous forme de taureau. Par conséquent, depuis l'électron jusqu'à l'atome, puis le système solaire, la galaxie et enfin la Terre, dont la forme toroïdale parfaitement équilibrée se manifeste clairement, tout est relié. De surcroît, il apparaît que nous avons été induits en erreur par l'enseignement des notions de positif et de négatif, car dans un champ magnétique parfaitement équilibré, il ne semble pas y avoir de distinction entre positif et négatif, puisque la même charge agit en directions opposées, l'une venant du haut et l'autre du bas. Ainsi, il est impératif que cette question fasse l'objet de discussions et d'investigations approfondies. Par ailleurs, le taureau tourne du haut vers le bas et du bas vers le haut en des directions opposées, et là, au centre, se trouve un point lumineux que certains désignent comme le point zéro ou encore Nassim Haramein, lequel représente le vide, c'est-à-dire le seuil d'entrée dans l'infini de la densité de la création. De plus, nous pouvons remercier Nassim pour nous avoir fourni des documents de physique démontrant que la densité du vide est infinie. Par conséquent, ceci constitue l'essence même de la compréhension. Comment le son se déplace plus rapidement que la lumière, puisque la résonance et les fréquences sonores sont aspirées dans le taureau, qui, à son tour, restitue cette énergie. En effet, le taureau pulse constamment, ce qui signifie qu'en mouvement, le son se déplace en effectuant des va-et-vient continus. Ainsi, il y a continuellement des flux entrants et sortants provenant de cette densité infinie, et par conséquent, tout dans la création semble se manifester. Par ailleurs, c'est à ce moment précis que se forme le disque d'accrétion, lequel se déploie ensuite au niveau du taureau galactique, c'est-à-dire l'équateur toroïdal galactique. Ensuite, il convient de noter que plus le milieu est dense, plus la vitesse de la lumière est ralentie.
En effet, lorsque la lumière traverse un milieu dense, sa vitesse diminue. Par contraste, pour le son, c'est l'inverse qui se produit. Plus le milieu est dense, plus la vitesse du son est élevée. Ainsi, notre son se propage plus rapidement dans l'eau que dans l'air. Dès lors, il est légitime de se demander à quelle vitesse le son se déplace dans un milieu infiniment dense. Il se déplace alors infiniment vite. De surcroît, chaque pensée que vous avez est une fréquence. Chaque mot que vous prononcez est une fréquence. Et chaque muscle, de même que chaque mouvement de vos muscles, constitue une fréquence qui crée un effet autour de vous. Par conséquent, chaque fois que vous pensez, vous bougez. Et tout ce que vous faites contribue au champ toroïdal qui constitue votre corps, c'est-à-dire que les atomes, les molécules et les muscles de votre corps participent à cette structure toroïdale centrale. Ainsi, cette énergie passe par ce point central, ou le vide, représentant cette densité infinie. Et en outre, elle est accessible à tout le monde, partout dans la création. Par conséquent, il est évident que les anciens savaient comment communiquer avec n'importe qui, partout et à travers tout l'espace et le temps, puisque chaque pensée que vous avez est immédiatement accessible à tous, à condition que vos glandes pinéales soient activées. De plus, il est important de signaler que, selon moi, ces êtres à tête d'oiseau ont travaillé avec acharnement pour détruire nos glandes pinéales. Ainsi, la question se pose de savoir si cela commence à avoir du sens. Par conséquent, pourquoi dépenseraient-ils autant de temps et d'énergie pour diffuser des messages incitant à détruire les glandes pinéales? Par ailleurs, il faut noter que nous comprenons désormais que c'est le son de la Terre qui génère les champs magnétiques, puisque la Terre résonne telle une cloche, et non pas le noyau de fer en fusion au centre de la Terre, ce qui relève, en outre, d'un mensonge qui nous a été transmis. D'ailleurs, quelqu'un a inventé, en cours de route, l'idée que le fer en fusion n'aurait pas de champ magnétique, car il doit être solide. Ainsi, nous en venons à identifier ce à quoi ressemblent réellement les champs magnétiques. Par conséquent, il convient de remercier la découverte récente de la cellule Ferrolens, qui permet désormais de visualiser les champs magnétiques sous la forme d'un magnifique taureau toroïdal. En effet, c'est ainsi que se présentent concrètement les champs magnétiques dans les structures toroïdales, et il apparaît que ce sont précisément ceux que M. Ley a découverts, lesquels sont aujourd'hui désignés par le terme « ligne de Ley ». De surcroît, il est évident qu'il a mis en lumière le mensonge entourant le champ magnétique ainsi que l'interconnexion de tous les champs magnétiques présents à la surface de la Terre. Ensuite, il est légitime de se demander si qui se produit lorsque vous approchez un aimant d'un fluide ferrofluidique. Effectivement, quelque chose de magique se produit, puisque de petits cônes minuscules apparaissent, vous permettant ainsi de percevoir l'interconnexion entre le magnétisme, les cônes et les formes toroïdales. Par conséquent, il est impossible de dissocier les effets du son et du magnétisme dans la nature, car ils se manifestent partout. De plus, vous observez que le son est responsable de la formation de presque toutes les formes. Par ailleurs, en visionnant un documentaire tel que Hunt Genie Cymatics, vous réalisez combien le phénomène est spectaculaire, puisque l'on peut voir, par exemple, qu'en plaçant une cellule Ferrolens sur un haut-parleur magnétique, d'innombrables petits clips en direction du centre. Ainsi, il est naturel d'évoquer la similitude avec une montre-bracelet, ce qui confirme en outre la présence d'un mécanisme similaire. Par conséquent, il apparaît clairement que ces personnes utilisaient simultanément le magnétisme. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Le son et la technologie des cônes, ces derniers étant indissociables, ceux qui leur permettaient de manipuler l'humanité ainsi que de nombreuses autres choses, en utilisant des outils en forme de cônes et des technologies anciennes. En outre, dès que j'ai commencé à étudier ce sujet, j'ai été littéralement époustouflé par l'ampleur de ces connaissances méconnues. Par ailleurs, il s'agit d'un aspect totalement ignoré de l'ancienne civilisation, puisque l'on retrouve des cônes dans toutes les cultures anciennes, que ce soit en Afrique du Sud, en Angleterre, en Égypte ou encore en Australie. De surcroît, le Mind Deity présente 2 cônes, et il est primordial de comprendre que l'importance de tenir 2 cônes est cruciale. En effet, cela permet d'illustrer le mécanisme de guérison, par exemple celui impliquant la statue Samaran, qui se fait à l'aide d'outils en forme de cône et de chapeaux en forme de cône lors de cérémonies spécifiques. Ainsi, les sorciers utilisent traditionnellement des chapeaux en forme de cône et des baguettes correspondantes, ce qui renforce l'idée que ces anciens êtres utilisaient cette technologie. Par ailleurs, il est important de préciser que lorsque la technologie Césée fut introduite pour la première fois en 2009,
C'est à ce moment précis que la technologie en forme de cône prit toute son importance, puisque le son était alors propulsé dans un faisceau Césée. En conséquence, lorsque le son est dirigé dans un cône, il s'accélère de manière exponentielle, de sorte qu'au moment où il quitte la pointe, il se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière, devenant ainsi ce que l'on appelle l'hypersonique. De plus, la fréquence sonore pénètre le point zéro du champ toroïdal, ce qui engendre essentiellement la formation d'un faisceau Césée infiniment rapide. Par ailleurs, ce faisceau césaire se trouve entouré de champs magnétiques extrêmement puissants en raison de sa nature toroïdale. Ainsi, en utilisant ce cône comme outil, il devient possible de canaliser vos pensées, c'est-à-dire de transformer votre pensée en tant que fréquence en un faisceau Césée, uniquement en la dirigeant à travers le cône que vous tenez dans votre main. Par conséquent, vous n'avez besoin d'aucune autre source, puisque vous disposez de vous-même, de vos pensées et d'un cône, ce qui permet de convertir l'énergie de votre pensée en un faisceau césaire. En outre, si vous pensez « je veux abattre cette montagne, je veux la couper », cette pensée se transforme en énergie qui alimente le faisceau césaire. Ainsi, il est fort probable que ce mécanisme ait été utilisé, car peu de preuves alternatives viennent contredire cette hypothèse. De plus, de nombreux canalismes suggèrent des phénomènes similaires chez ceux qui croient aux informations chamaniques. Par conséquent, ils utilisaient leurs pensées, canalisées par leurs mains à travers le cône, pour produire un faisceau césaire capable de trancher une montagne. Il est important de noter que le faisceau Césée est invisible, ce qui le rend moins spectaculaire visuellement que les faisceaux laser, même s'ils sont infiniment moins puissants. En outre, lorsque le faisceau césaire a permis de découper la montagne, il a fallu recourir à un second faisceau césaire, c'est-à-dire à un second cône, afin de renforcer le champ magnétique et ainsi piéger la pointe de la montagne entre deux champs opposés. Par conséquent, cette configuration explique pourquoi, par exemple, de gigantesques arbres anciens ont été abattus. En effet, il est fort probable que ces arbres aient été abattus à l'aide d'une technologie de type césaire. Par ailleurs, des outils en forme de cône, tels que ceux exposés au musée rosicrucien de San José et gravés de textes uniformes, indiquent que ces cônes furent utilisés lors de la construction des temples de Suma. Ainsi, l'un de ces textes mentionne que le temple d'Inanna fut érigé grâce à ces outils en forme de cône. De surcroît, un personnage du nom d'Ed le Scullin, reconnu pour avoir construit Coral Castle dans le sud de la Floride, a été observé en train de léviter d'énormes blocs à l'aide de cornets de crème glacée, phénomène que l'on pourrait qualifier de phénomène du cornet de crème glacée. En conséquence, cette observation renforce l'hypothèse d'une utilisation de cette technologie par des civilisations anciennes. Ensuite, il convient d'aborder le cas des libellules ainsi que d'autres insectes, tels que certains scarabées, dont les corps sont trop volumineux par rapport à la taille de leurs ailes. En effet, il est important de préciser que, dans le cas de la libellule, les structures observées ne correspondent pas à des vaisseaux sanguins, mais bien à des tubes creux. Par ailleurs, la libellule ne bat pas ses ailes comme le ferait un oiseau, mais les vibre et les fait bourdonner. De surcroît, le bourdonnement de ses ailes, autrement dit, le son produit, se propage à travers ces tubes creux, lesquels comportent en leur sein des centaines de petites cônes. En conséquence, la fréquence sonore émise à travers ces cônes crée des champs stéroïdiens autour des ailes, les plaçant ainsi dans une zone de quasi-apesanteur grâce à la technologie en forme de cône. De plus, il en va de même pour Victor Grinoff, qui étudia les insectes trop gros pour voler et apprit ensuite à utiliser les ailes de ces insectes pour construire une plateforme de lévitation. En effet, il rédigea un ouvrage complet sur le sujet et construisit une telle plateforme, bien que certains le considèrent comme marginal. Toutefois, il apparaît clairement qu'il exposait ici un phénomène réel. Par ailleurs, il semble qu'il ait utilisé une poignée de moto sur son appareil pour augmenter la fréquence à un niveau tel que, par l'effet sur les ailes de l'insecte, il en résultait la création d'un champ toroïdal autour de sa plateforme de lévitation. Ainsi, il affirmait se déplacer plus vite que la vitesse du son sur cette plateforme, et ce, grâce à la création d'un champ toroïdal équilibré autour de lui, ce qui garantissait également la sécurité de l'opération. Ensuite, il étudia les ailes des insectes en détail, et l'on peut observer, sur une image, une structure qui illustre clairement ce phénomène. Par conséquent, nous revenons aux pierres toast, lesquelles émettent des sons et des fréquences particulièrement puissants. En effet, des mesures ont révélé que certaines de ces pierres produisent jusqu'à 3400 décibels, ce qui correspond à des fréquences très élevées, inaudibles à l'oreille humaine,
mais capables d'affecter le corps. De surcroît, il a été constaté que ces pierres Twast peuvent agir comme des outils intentionnels. En y insufflant votre intention, elles amplifient votre pensée et vos intentions. Par conséquent, ces pierres Twast peuvent s'avérer à la fois très bénéfiques et potentiellement dangereuses, puisqu'il s'agit en fin de compte de technologie scalaire, d'un vortex scalaire, ou encore d'un effet taureau. En effet, lorsque l'énergie pénètre dans ces pierres, elle entre dans le vide infini, c'est-à-dire dans la densité du vide, pour ensuite créer un taureau plus grand autour d'elle, et ce simultanément en raison de l'infinie densité du vide, ce que l'on désigne par point zéro. Enfin, il est intéressant de noter que, lorsque l'on place l'une de ces pierres Twast dans un seau d'eau le lendemain matin, on observe des milliers de bulles qui se mettent à tourner en spirale vers le centre de la pierre, illustrant ainsi la combinaison taureau-cône. Par ailleurs, cette configuration se retrouve également dans notre propre anatomie humaine. En effet, nous possédons dans nos yeux des bâtonnets et des cônes au niveau de la rétine. De plus, à l'arrière de nos yeux, une structure semblable à une antenne parabolique capte toute la lumière et les fréquences provenant de l'avant. Et les cônes, orientés vers l'arrière dans la rétine, transforment cette lumière et se sont en faisceaux césaires, lesquels sont ensuite projetés à travers le nerf optique vers la glande pinéale. Par conséquent, il est remarquable que nos rétines fonctionnent comme des antennes paraboliques, amplifiant la lumière et les fréquences sonores pour les diriger vers notre glande pinéale. De surcroît, à l'avant de nos yeux, nous ne trouvons pas de cônes, mais bien des taureaux, de magnifiques structures présentes dans chacun de nos iris, équipées d'une lentille centrale qui focalise la lumière et le son qui la traverse. En conséquence, cette combinaison taureau-cône est omniprésente dans notre anatomie, ce qui nous laisse supposer que nous pourrions, par ailleurs, exploiter ces phénomènes de manière similaire. En outre, en novembre 2017, le Saab Award, une distinction militaire et scientifique majeure, à savoir le Saab Science Award, fut remporté par un homme nommé Henrik Halter, qui avait développé une nouvelle antenne appelée l'antenne FastRay. Concrètement, il s'agit d'une plaque munie d'une série de cônes, comme le montre un gros plan de l'appareil. Par conséquent, cette antenne est la plus puissante jamais conçue, étant des milliers de fois plus performante que toute antenne antérieure, et elle peut simultanément émettre et recevoir des cônes sur une plaque métallique. Ainsi, en prêtant attention à cette structure, vous constaterez la similitude entre les ailes de l'insecte et l'antenne en question. De surcroît, cette observation renforce l'idée que, dans les domaines de la science, de la technologie et du développement, nous ne faisons qu'imiter la nature, c'est-à-dire la biomimétique. Par conséquent, il apparaît clairement que, lorsque nous nous tournerons vers l'énergie libre, nous devrons accorder une attention particulière au son et au magnétisme. D'ailleurs, il est regrettable de constater qu'Isaac Newton ne connaissait rien du magnétisme, ce qui a provoqué une véritable onde de choc dans le domaine scientifique, et contribue aujourd'hui aux nombreux problèmes que nous rencontrons. En outre, il convient de noter que bien que Newton fût un homme intelligent, il semble qu'il ait été incité à élaborer les théories newtoniennes que l'on enseigne à l'école, ceci afin de détourner notre attention de la réalité. Par conséquent, la gravité apparaît aujourd'hui comme une notion absurde, puisque nous l'observons sans pouvoir en expliquer les mécanismes de façon satisfaisante. En effet, l'effet gravitationnel peut être parfaitement et équitablement décrit par la loi de Coulomb et Combs, laquelle fonctionne de manière analogue, à la différence près qu'elle est présentée comme un phénomène électrique. De surcroît, si l'on considère qu'il s'agit d'un phénomène électrique, cela signifie nécessairement qu'il relève du domaine électromagnétique et par conséquent qu'il est à la fois magnétique et sonore. En conclusion, il est donc nettement plus simple de décrire la gravité comme un effet magnétique, ce qui permet d'expliquer de manière cohérente l'ensemble de notre réalité. Puisque le son crée des champs magnétiques, ces champs en mouvement engendrent de l'électricité et nous vivons ainsi dans un univers magnétéo-électrique. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais cela demande beaucoup de travail. C'est pourquoi si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la réalité.